Bonjour, bienvenue à tous. Je suis très content de vous voir pour parler d'open source. En fait, les licences open source, c'est vraiment un sujet que j'adore depuis des années, depuis le temps que je travaille à l'interface. Et c'est un sujet, en fait, je remarque qu'il est très souvent mal compris. Donc, il y a des gens qui ont la compréhension de l'open source comme étant simplement c'est gratuit. Et donc, quand une conversation commence par oui, pas de problème, je n'ai fait qu'utiliser l'open source, donc on n'aura pas de licence à payer. Probablement que ça commence mal comme conversation parce que ça veut dire qu'on a loupé une bonne partie de l'impact que les licences peuvent avoir sur le futur d'un logiciel et sur un business model. Donc à partir de maintenant, je vais couper ma caméra. Comme ça, on pourra passer sur les slides en principal. Voilà. Donc, tout d'abord, me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas. Jérémy Failly, je travaille à l'interface depuis 2004. L'interface, c'est le bureau de transfert de technologie de l'université de Liège. Donc, en gros, quand un chercheur a une idée de génie, il vient nous trouver et on l'aide à protéger l'idée par un brevet ou autre. Et ensuite, on va regarder la commercialisation, soit en vendant une licence à une société existante, soit en créant la société. C'est ce qu'on appelle des spin-offs. À l'interface, je suis en particulier de plus en plus impliqué dans les projets logiciels et systématiquement quand les questions d'open source sont abordées. C'est vraiment mon cheval de bataille et un domaine qui, moi, m'intéresse. Je suis aussi, dans le cadre de l'interface, le gentil organisateur des Geeks Anonymes, donc vous me connaissez plutôt avec cette casquette-là d'habitude. Après journée, j'ai aussi d'autres activités comme indépendant. Je suis photographe, et ici vous voyez le genre de travail que je peux faire en photographie de studio, en portrait de studio, c'est vraiment ça que je fais le plus. Vous pouvez regarder sur mon Instagram si vous voulez voir d'autres photos que je fais. Je suis aussi développeur web, alors le moins de développement possible, donc j'utilise une plateforme Joomla, qui est une plateforme open source. Si vous connaissez certainement WordPress, ben, le WordPress est le plus utilisé, Joomla le deuxième plus utilisé. Et donc, voilà, pour lequel je suis parfois obligé de mettre les doigts dans le cambouis, ou en tout cas de comprendre pas mal de choses en termes de concepts informatiques. Donc voilà, je ne suis pas développeur informatique, mais j'y suis confronté de manière assez régulière. Je suis aussi musicien, et donc j'ai eu un groupe rock pendant 10 ans, vous me voyez ici au milieu, chanteur et guitariste. Et en dehors de ce cadre-là, ben là maintenant j'ai des enfants et c'est un peu difficile à concilier. Mais en dehors de ce cadre-là, j'ai aussi participé à des projets open source de création d'une pédale multi-effets pour guitare et autres instruments. Donc j'ai été aussi impliqué dans du développement et de l'open source dans le cadre de la musique. Alors, d'abord une petite introduction sur qu'est-ce que c'est que l'open source. Et j'ai trouvé intéressant d'expliquer un peu l'historique de l'open source, parce que souvent on ne connaît pas bien l'historique de l'open source. Il faut savoir qu'au tout départ, les premiers ordinateurs, vous voyez ceux qui prenaient toute une pièce et qui étaient moins puissants qu'une bête calculette d'aujourd'hui, de ce temps-là, il n'existait pas de protection pour les logiciels et tout le monde partageait les logiciels. Donc les logiciels étaient relativement spécifiques aux besoins. Et donc, je veux dire, les gros ordinateurs, il y en avait beaucoup dans les universités, donc il y avait très peu d'ordinateurs dans le monde. Et on partageait le logiciel. Il n'y avait pas de question de propriété qui était relative au logiciel, et il n'y avait pas de droit de propriété non plus. Donc la loi n'avait pas encore prévu de droit de propriété sur les logiciels. Avec le temps, les ordinateurs se sont miniaturisés, se sont démocratisés, on a trouvé en entreprise, et on a commencé à avoir des sociétés qui se développaient comme créateurs de logiciels, ce qui n'existait pas auparavant. On a eu des logiciels, des sociétés éditrices de logiciels, qui, elles, ont commencé à se tracasser d'avoir une protection pour l'investissement qu'elles faisaient dans le développement de logiciels et pour empêcher la copie. Et donc, sur base de ce constat, ils ont été contactés le gouvernement américain en disant ce serait intéressant d'avoir un système de protection pour les logiciels. Et en 1974, le gouvernement a reconnu les logiciels comme étant une œuvre protégée. Mais disons qu'ils n'ont pas créé une loi spécifique pour ça, ils ont juste rajouté ça avec les autres copyrights. Donc ils ont juste dit, eh bien, comme la photographie, la peinture, la musique et les romans, le logiciel, c'est un peu comme un roman, ça se protège de la même manière. Donc le logiciel est protégé par le copyright. Et donc ça veut dire aussi que pour être protégé par copyright, un logiciel doit être original, comme une œuvre, et détenir la patte de son auteur. C'est assez surprenant, mais ça fait partie des conditions de copyright. En fait, pour être protégé par copyright, un logiciel doit être original.
Donc, sur cette base-là, les éditeurs logiciels sont bien développés. Donc, c'est la période Apple, Microsoft, donc les grands éditeurs logiciels de l'époque. Et en parallèle, les universités ont continué sur une base de partage. Donc, on continuait à développer du code et à le partager. Et donc, il y a eu un moment, un clash de doctrine entre un chercheur du MIT, un certain Richard Stallman, qui a eu un problème avec son imprimante. En fait, son driver ne permettait pas de fonctionner en réseau comme il le souhaitait. Et lui, il avait évidemment les compétences pour corriger ce problème-là, développeur informatique. Donc, il a contacté la société, il a dit, ben voilà, je n'arrive pas à faire ce que je veux, donc est-ce que vous pouvez résoudre mon problème, ou est-ce que je peux le faire moi-même, finalement? Et donc, la société a refusé, sous prétexte que c'était du logiciel commercial, ce qui est un petit peu stupide, en fait, en vrai, ils vendaient des imprimantes, pas des drivers d'imprimantes. Donc, il n'y avait pas grand-chose comme enjeu au fait de libérer le driver. Mais voilà, et donc ça a suffisamment énervé Richard Stallman pour qu'il décide de lancer un mouvement de logiciels libres. Et il a non seulement lancé un mouvement de logiciels libres, mais il a carrément été jusqu'à créer une fondation, donc la Free Software Foundation, en 85, qui a pour but, en fait, donc c'est une société qui est vraiment, une fondation qui est vraiment activiste dans le fait de défendre la communauté open source contre tous ces éditeurs commerciaux qui ne partagent pas leur code propriétaire. Ils sont assez vite rendus compte qu'ils ne jouaient pas armes égales avec les éditeurs logiciels, puisque les éditeurs logiciels utilisaient le copyright. Ils se sont dit, finalement, le copyright existe sur tout type de logiciel. Donc, en fait, on peut très bien utiliser le copyright, non pas pour protéger les éditeurs, les droits des éditeurs, des auteurs, mais pour protéger les droits des utilisateurs. Et ils ont appelé ça une licence copyleft, donc un jeu de mots sur copyright, copyleft. Donc, c'est l'utilisation du copyright pour défendre les droits des utilisateurs de la communauté. Donc, ils ont créé la première licence copyleft, la licence GPL V1. Et ils ont aussi édicté des principes. Ils ont dit, voilà, une licence est considérée comme libre, logiciel libre, si elle respecte 4 libertés. La liberté d'exécuter le code, de l'étudier, donc accès au code source, de le modifier, donc accès au code source, et de le distribuer ensuite, soit tel quel, soit modifié. Donc ce sont les 4 libertés à respecter pour avoir une licence de logiciel libre. Free software. Donc, le mouvement open source a continué à se développer avec des logiciels tels que Linux, hein, donc, qui est véritablement le plus connu en termes d'open source et celui qui a le plus de succès. Et en 1997, donc, ces pratiques de développement open source ont inspiré Eric Raymond, qui a écrit le livre du Cathedral and the Bazaar, avec un bel accent anglais, qui est en fait un livre qui compare le fonctionnement de développement des boîtes de développement logiciel habituelles, très structuré, très hiérarchisé, avec le mode beaucoup plus modulaire et organique de l'open source. Et en fait, avec toute l'expérience des développements open source, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'avantages à cette façon de travailler. Et ce livre a séduit pas mal d'entreprises qui se sont dit, bah, finalement, dans l'open source, il y a pas mal de bonnes choses à prendre, de bonnes pratiques à prendre, mais on ne se retrouve pas véritablement dans un mouvement activiste anti-commercial, anti-propriétaire. Et donc, ils étaient plutôt en faveur de l'utilisation de l'open source de manière très pragmatique. Et donc, sur cette base-là, ils ont créé l'Open Source Initiative, qui est une autre fondation, qui, elle, reconnaît des licences qu'elle appelle open source à partir du moment où elle respecte 10 critères. Donc, en pratique, on pourrait dire que ça fait deux mouvements différents. Par contre, en pratique, les licences qui sont libres, à quelques rares exceptions près, sont toutes open source et les licences open source sont toutes libres. Donc, on va parler de logiciels libres et open source, et vous verrez le terme FOSS, Free and Open Source Software, ou FLOSS, Free, Libre, Open Source Software. Donc, ce sont des termes qui désignent d'une manière générale tous les logiciels libres ou open source. On utilise ce terme-là pour ne fâcher personne, puisqu'il y a on va dire deux courants principaux. Personnellement, moi, je vais utiliser le terme open source parce que c'est le terme que je retrouve le plus souvent, finalement, dans mes discussions avec les gens. C'est le terme qui est le plus utilisé dans l'industrie aussi. Donc voilà, mais je ne vise pas à vexer quelques personnes que ce soit. Il n'y a pas de philosophie derrière, en fait. C'est juste le terme générique que j'utilise pour ça. Et de nos jours, en fait, on peut dire que l'open source a gagné la guerre. Donc il y a eu un article de journal qui a dit l'open source a finalement gagné. Ce n'est pas pour dire qu'ils ont véritablement gagné, mais en pratique, quand on regarde,
La plupart des serveurs, des gros serveurs mondiaux et tout internet fonctionne sur base de Linux. Android, qui est quand même, en termes de mobile, le plus utilisé. Tous les gadgets électroniques, quels qu'ils soient, de la TV au frigo, ça fonctionne souvent avec un Linux derrière. Il y a des alternatives open source à la plupart des logiciels existants. Et puis, ben, en fait, en vrai, tous les gros s'y sont mis. Donc évidemment, Google, Amazon et Facebook, et même les anciens ennemis de l'époque, donc Microsoft, qui était farouchement open source, a maintenant une politique ouverte à l'open source et contribue à des projets open source. Donc voilà. Donc on en vient aux licences, le nerf de la guerre. La première chose qu'il faut avoir bien en tête, c'est que si on n'a pas de licence, on n'a pas de droit. Depuis que le copyright existe, si on n'a pas de licence, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit avec le logiciel. On n'a même pas le droit de le télécharger. On n'a même pas le droit de le consulter simplement sur internet. Donc pas de licence, pas de droit. En pratique, c'est bien de voir un petit peu le panel des licences qui sont disponibles et de comparer les licences open source avec ce qui existe ailleurs. D'abord de 1, la licence la plus... Je ne sais pas si on voit ma souris, tiens, en fait, quand je désigne quelque chose sur l'écran. Est-ce que vous pouvez juste me faire un Oui, retour? Oui, oui, oui. ça marche. Ah, vous me voyez, ok, ça, parfait. Donc, les licences de domaine public, sauf que... Ah, zut, je dois revenir en arrière. Mauvaise manœuvre. Les licences de domaine public, c'est en fait dire, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le logiciel. Si ce n'est pas marqué domaine public, ce n'est pas du domaine public. Donc, si vous trouvez du code dans une publication, vous trouvez du code sur Internet et vous ne trouvez aucune information vous disant ce que vous pouvez faire avec le logiciel, eh bien, vous ne pouvez même pas le regarder. Vous avez absolument besoin d'une licence pour savoir ce que vous pouvez faire. Il y a d'ailleurs une licence qui a été faite pour ça, c'est la What the fuck Public License, qui dit assez bien ce que ça veut dire. C'est do what the fuck you want with my software. Et voilà, c'est l'affaire est pliée. Je trouve assez rigolote. Donc ça, c'est voilà. Si vous trouvez domaine public ou what the fuck public license, c'est parfait. Vous savez ce que vous pouvez faire avec le logiciel. Et puis, on a évidemment toutes les licences commerciales. Et donc, les freeware. En fait, les freeware sont des logiciels gratuits, mais dont le code n'est pas disponible. Donc, ce n'est pas de l'open source. Les shareware, freemium, tout ce qu'on trouve, notamment un business model qu'on trouve assez régulièrement dans les applications mobiles, où tu as une version démo gratuite, bridée ou bien bridée dans le temps. Et ensuite, on doit payer pour avoir la version full. Et puis, toutes les licences commerciales, évidemment, tous les logiciels qu'on télécharge habituellement et contre paiement, dont certaines licences qui pourraient même garantir un accès au code source, limité, hein, certainement, mais qui n'est pas un accès au code source qui respecte les libertés des licences open source. Ensuite, nous avons toute la branche des licences open source. Et alors là, en fait, on a principalement deux grandes familles de licences open source. Un avantage des licences open source aussi par rapport aux licences commerciales, c'est que ce sont des templates qui ont été beaucoup réutilisés. Donc, on n'a pas une licence open source par logiciel. Donc, on a quand même, il y a eu un moment, les gens ont eu tendance à réutiliser exactement les mêmes licences, comme ça on les connaît. On peut moins se tromper. Un premier type de licence, ce sont les licences de type permissif ou académique, parce que ce sont beaucoup les universités qui les ont promues. Donc la licence MIT, l'université du MIT. La BSD, c'est Berkeley, donc l'université aussi américaine. Apache, un gros projet américain, un gros projet web. Et X11, la licence liée à Linux pour l'interface graphique. Et puis, nous avons ici toutes les licences de type copyleft. Et là, ce sont des licences qui obligent à jouer le jeu de l'open source. Donc, les licences la plus connue, évidemment, c'est la GPL. Je vais détailler ça plus tard. Qu'est-ce qu'on rencontre le plus souvent comme licence? Eh bien, aujourd'hui, ce sont les licences permissives. On va dire que 2/3 des licences. Ici, je n'ai pas d'informations plus récentes que 2018, malheureusement, parce que Black Duck, je ne pense pas qu'ils éditent encore ces données-là. Je ne les ai pas retrouvées. Mais voilà, a priori, c'est plus ou moins la tape. De nos jours, 2/3 des projets que l'on trouve sur Internet ont des licences permissives, de type Apache, MIT, BSD et autres. Et seulement un quart de type copyleft. Il y a 10 ans, c'était plus ou moins la proportion inverse. C'était 2/3 de copyleft
et le reste en autre licence. Et donc, en fait, ça montre bien l'intérêt que les grandes entreprises ont eu dans l'open source. Et maintenant, les grandes entreprises, elles, sont beaucoup plus intéressées par les licences de type permissive, qui permet d'être intégrées dans le code propriétaire, plutôt que le copyleft. On va regarder maintenant en détail, plus en détail en tout cas, à quoi correspondent ces licences. Les licences d'abord de type permissif, comme la Apache, la MIT, la BSD, ce sont des licences qui ne sont pas copyleft. Elles n'obligent pas à jouer le jeu d'open source. Et donc, en pratique, on peut très bien utiliser du code, une librairie sous licence permissive, et l'intégrer dans le code propriétaire, distribuer ça ensuite sans donner accès au code source. La contrainte principale, c'est qu'il faut mentionner les auteurs. Apache a une condition particulière, j'en parlerai plus tard, relative au brevet. Il y a juste, par contre, une condition, c'est on doit respecter les clauses de la licence permissive à partir du moment où on distribue le logiciel. Tant qu'on l'utilise pour soi-même, tant qu'on ne le distribue pas, on ne doit pas respecter la clause. Donc, on ne doit pas mentionner l'auteur en pratique. Donc, si vous utilisez un logiciel et vous publiez les résultats de traitement qui a été fait dans le logiciel, ce n'est pas la licence qui vous oblige à mentionner le logiciel, ni les auteurs. C'est plus des bonnes pratiques de publication, de reproducibilité de la science. Mais ce n'est pas la licence qui vous y oblige. Ensuite, on va passer aux licences de type copyleft, la GPL qui est la plus connue. C'est une licence de copyleft stricte, c'est-à-dire qu'on doit rendre le code source disponible. Quand on diffuse le logiciel, on doit rendre le code source disponible. Et non seulement le code source de la librairie qui est intégré dans notre code, mais le logiciel en entier. Donc si on intègre une librairie sous licence GPL, on doit ensuite distribuer tout le logiciel sous licence GPL. C'est une contrainte de la licence GPL. Elle dit on ne peut distribuer une œuvre dérivée que sous la licence GPL. Donc, en ce sens-là, la licence GPL est contaminante. Elle est contaminante pour protéger la communauté open source, c'est-à-dire on est obligé de jouer le jeu de l'open source quand on réutilise de l'open source. Donc c'est bien le but du jeu. Alors on doit aussi mentionner les auteurs, mais soyons clairs que ce n'est pas la contrainte la plus difficile à respecter dans ce cadre-là. Et de nouveau, le trigger, c'est la distribution. Donc c'est uniquement quand on distribue le logiciel que l'on doit donner accès au code source. Quand on l'utilise pour soi, on ne doit pas forcément donner accès au code source. Je vais faire un petit mot sur la GPL version 2. Vous avez vu que la précédente, c'était la version 3 dont je parlais, qui est la version actuelle. La version 2, c'est la vieille version de la GPL, et qui, sur le principe, est exactement la même. Il y a juste que, dans la manière dont elle a été rédigée, il y a deux problèmes. D'abord, de un, c'est que ça a été écrit avec une référence au copyright américain, et que certains termes ne sont pas les mêmes en droit européen, par exemple. Donc, juste pour donner un exemple, la notion de distribution, en Europe, ne veut pas dire la même chose que aux États-Unis. Aux États-Unis, distribution, c'est tout. C'est notamment mettre à disposition sur un site web. En Europe, distribution, ce n'est pas mettre à disposition sur un site web. Mettre à disposition sur un site web, je pense que c'est communication publique, mais qui est un terme juridique consacré et qui est différent de distribution. Et donc, voilà, à cet égard-là, la GPL est mal rédigée pour l'Europe. Il y a aussi un autre problème, c'est que la GPL, comme elle a été rédigée, est incompatible, elle pose énormément de conditions, elle est incompatible avec beaucoup d'autres licences, dont des licences permissives. Et donc, ça posait beaucoup de problèmes pour faire des projets complexes en réutilisant des briques logicielles. En fait, la GPL pose énormément de problèmes de compatibilité avec d'autres licences. Maintenant, je vais passer à une licence plus stricte encore que la GPL. C'est la AGPL. Alors en français, évidemment, l'AGPL et l'AGPL, ça sonne un peu pareil. Mais donc AGPL, pour Affero GPL, c'est une licence super forte. Elle est exactement pareille que la GPL, mais à une différence près, c'est que le trigger n'est pas le même. Ce n'est pas seulement quand on distribue le logiciel, mais c'est aussi quand on interagit avec le logiciel au travers du réseau. Et pourquoi est-ce que cette licence-là est apparue? Simplement parce que de nombreux éditeurs logiciels, comme par exemple Google, Hewlett-Packard, utilisent massivement de l'open source pour faire tourner leurs services propriétaires. Finalement, on n'accède pas, quand on accède à Google Calendar, Google Mail, etc., on ne télécharge pas le logiciel de Google. Donc, je veux dire, il y a beaucoup d'open source, notamment de type GPL dedans, mais on n'accède pas au code source.
Et en fait, la clause de distribution était parfaitement respectée par Google, en vrai. Ils ne distribuent pas le logiciel, on accède à une interface, on ne télécharge pas le logiciel. Donc en fait, la GPL ne protège pas contre les services cloud. Et donc ce qu'on n'imaginait absolument pas au début quand on a créé la GPL, on n'imaginait absolument pas qu'on pourrait un jour faire des services au travers d'internet, c'est trop lent à l'époque. Ben, c'est arrivé. Et donc il a fallu à un moment trouver une licence qui permettait de gérer ce genre de cas-là. Et donc de dire, même quand on fait un service web, quand on fait du cloud, même dans ce cas-là, à ce moment-là, on doit aussi donner accès au code source. Je vais aussi mentionner la troisième licence de la famille des GPL, des licences copyleft, qui est la LGPL, qui s'appelait au départ la Library GPL, donc parce qu'elle s'appliquait principalement aux librairies, qui est maintenant renommée la Lesser GPL, parce qu'elle est moins forte que la GPL. En fait, l'idée ici, c'est de dire la librairie en elle-même, elle reste bien sous licence GPL. Et donc ça, je veux dire, chaque fois qu'on fait une modification là-dedans, on joue bien le jeu de la GPL. Quand on distribue le logiciel, on doit donner le code source de la librairie à ceux qui le souhaitent. Mais par contre, ça ne contamine pas le reste de l'œuvre. Et donc, dans ce sens-là, on peut compiler un logiciel propriétaire avec de la LGPL et le distribuer en logiciel propriétaire sous une licence commerciale. Ça ne pose pas de problème. Il faut juste par contre garantir que la librairie pourra effectivement être utilisée de manière open source. Et dans ce cas-là, que la librairie doit pouvoir être modifiée par l'utilisateur, éventuellement prendre une nouvelle version de la librairie et la faire tourner avec le logiciel. Alors ça impose quand même une petite contrainte technique. D'abord, premier cas, imaginons qu'on soit sous licence, avec une librairie qui est disponible sous une version DLL, on va dire sous Windows, version de librairie dynamique. Ben là, il suffit de changer la DLL et hop, on fonctionne avec le nouveau à partir du moment où l'interface est la même, ça ne pose pas de problème. Par contre, si c'est compilé statiquement, ça veut dire qu'il faut mettre à la disposition des gens qui le demandent, il faut leur mettre à la disposition le moyen de recompiler une version modifiée de la librairie avec la nouvelle version. Donc ça, voilà, ça permet de faire quand même du propriétaire avec de l'open source dedans, mais avec une petite contrainte technique quand même à gérer. Alors, qu'est-ce que je... Hop là. Je vais parler rapidement des Creative Commons. Les Creative Commons, il faut juste savoir une chose, c'est que ce n'est pas adapté au logiciel. Je le dis de suite, parce qu'on me le demande très souvent. Et les discussions arrivent souvent là-dessus, parce que les gens aiment bien ces licences-là, elles sont faciles à comprendre. Les petits pictogrammes permettent de rapidement se souvenir de quoi il s'agit. Ce n'est pas du tout adapté au logiciel, parce qu'on ne parle pas d'accès au code source. Donc le nerf de la guerre n'y est pas. Donc on ne peut pas garantir avec ces licences-là que le logiciel va effectivement pouvoir être modifié par la suite. On ne parle pas d'accès au code source. Il ne comporte pas non plus de clause relative au brevet, et ça j'en dirai un mot après, quand je parlerai de la licence Apache. Il ne contient pas de clause relative au brevet. Il est incompatible avec la plupart des licences open source. Donc si on veut pouvoir réutiliser ces briques-là dans d'autres développements logiciels, ça ne va pas marcher. Donc véritablement, pour du logiciel, on évite absolument les Creative Commons License. C'est une très mauvaise pratique. Par contre, c'est tout à fait adapté pour la documentation. Donc si vous voulez à un moment documenter votre code, les bonnes licences, les plus faciles à utiliser sont les licences Creative Commons. Alors, une question. Oui. Tu parlais de documentation et par exemple, parfois on a aussi des sites web qui sont en Creative Commons, mais là derrière, il y a quand même du code source aussi. Oui, c'est ça. Donc, il faut bien faire attention à ce que couvre le Creative Commons. Donc, il faut préciser, voilà, le Creative Commons couvre le contenu du site web, à l'exception du code source, évidemment. Le code source, il faut mettre une licence spécifique pour ça. Mais je suis d'accord avec toi qu'il peut y avoir des confusions. Donc, si tu es toi-même en charge de gérer le site, tu dois mettre ça absolument au clair. Dire le contenu des pages, voilà, le contenu texte des pages, effectivement sous forme disponible sous Creative Commons, mais pas le code source. Mmh. Et donc, il faut prévoir une licence supplémentaire pour le code source alors? Ah, il faut prévoir une licence, oui, une licence relative au logiciel en fait. C'est ça, donc le Creative Commons porte sur le contenu et par contre le code en lui-même a besoin d'une licence spécifique. Voilà. Donc pour des œuvres graphiques, pour des photos, pour du texte, je veux dire, Creative Commons c'est parfait.
Je veux dire, ça marche très très bien. Mais on ne parle pas d'accès au code source, or c'est le nerf de la guerre pour les logiciels. Donc voilà. Ok. Et donc, ben, très rapidement, il y a 3 conditions. La condition qu'il y a dans toutes les licences, c'est attribution, c'est mentionner l'auteur. Vous voyez, by, ici en dessous, une petite personne. C'est assez clair, je trouve, hein. Il y a share alike, ça veut dire que si on redistribue le document, on va dire, si on parle de documentation, on doit le partager sous la même licence. Et l'autre condition, les 2 autres conditions, c'est no derivative, ça veut dire qu'on ne peut le partager que sous la même forme, donc on ne peut pas le modifier. Donc imaginons qu'on écrive un livre, on va en général mettre no derivatives parce qu'on ne veut pas que les gens réécrivent la fin. Et il y a aussi une clause qu'on ne retrouve jamais dans les licences open source qui est no commercial use. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien aussi, en fait, hein, parce qu'on ne trouve pas cette clause-là dans les licences open source, parce que ça restreint les libertés fondamentales, donc vous ne pouvez pas le trouver dans une licence open source. Et donc c'est ça qui, voilà, qui souvent attire les gens, dit ah moi j'aimerais bien empêcher l'usage commercial, ben oui, mais pas avec une Creative Commons et pas avec une licence open source non plus, malheureusement. Et les autres, ce sont des combinaisons. Voilà, donc je vous ai dit que la GPL, et les licences copyleft en général, est contaminante, mais jusqu'à quel point c'est contaminant? Est-ce que, parce qu'on a un jour touché un ordinateur avec Linux, est-ce que, obligatoirement, tous les logiciels qu'on développe doivent être absolument sous licence GPL? Non. Alors là, le truc, c'est que ce n'est pas toujours blanc et noir. Je vais d'abord vous présenter ce qui est blanc et noir. Ben, ce qui est parfaitement clair, c'est que quand on compile de manière statique dans un exécutable une librairie, là, il n'y a aucun doute si la librairie est GPL, le tout doit être GPL. Voilà, aussi simple que ça. Quand on appelle un autre exécutable, par contre, on l'appelle en ligne de commande, par exemple, et on lui passe un fichier en input. Là, il n'y a pas de contamination. Là, on peut considérer que ce sont véritablement 2 logiciels indépendants et que l'on s'arrange pour faire travailler à la chaîne. Mais ce sont 2 logiciels indépendants. Quand on fait tourner un logiciel sur un operating system, sur un système d'exploitation copyleft, genre Linux, ça ne doit pas forcément être du GPL non plus. Donc on peut très bien faire sur un Linux, faire tourner des logiciels sous des licences moins restrictives, voire même sous des licences commerciales. Ça, ça s'applique même si on utilise les librairies système. Mais donc c'est limité juste aux librairies système, mais quand on intègre les librairies système, il n'y a pas de souci. Et également, et là c'est un peu plus complexe, quand on interagit avec un service web à travers un protocole standard. Et le cas typique, c'est une base de données qui est disponible sur un serveur. Typiquement, on fait un site web. Et on a une base de données qui est mise à disposition par le fournisseur d'accès, par exemple, ou par l'hébergeur. Et la base de données, voilà, on l'interroge à travers un simple protocole SQL. Donc là, je veux dire, il n'y a pas de souci pour une interaction de ce genre-là sous un protocole standardisé. Il n'y a pas de contamination. À partir du moment où on interagit de manière beaucoup plus étroite avec un service web, ça pourrait être vu comme une manière de contourner, par contre, la GPL et de dire, ben voilà, on a séparé le logiciel en 2, on a fait un service web et un logiciel principal, juste pour pouvoir contourner la GPL, par exemple. Donc ça, ce serait, voilà, ça, on se retrouve dans la zone grise à ce moment-là. Le reste, c'est la zone grise. C'est un peu ça la difficulté, c'est que les textes ne sont pas hyper précis par rapport à ça, et ils ne pourraient pas l'être. Parce que de la même manière qu'on n'avait jamais vu, on n'avait jamais imaginé qu'un jour on pourrait faire du cloud service, il y a plein de choses qui peuvent encore se passer dans les années qui viennent. Je veux dire, l'intelligence artificielle, je veux dire, il y a toute une série de choses qui peuvent complètement bouleverser la manière dont on utilise les logiciels. Donc c'est très difficile de mettre des contraintes hyper précises sur ce qui est autorisé ou pas. Donc à un moment, il faut aller voir un juge. Si à un moment le cas se pose, ça se décide devant le juge de quel est le sens de la licence. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes de compatibilité dans les licences open source? Évidemment que oui. Et c'est d'ailleurs une grosse frustration dans mon métier, c'est que je déteste donner des mauvaises nouvelles. Or, souvent, les chercheurs, ils viennent me trouver à la fin du développement logiciel ou quand un logiciel a déjà été sous-traité à une entreprise. Et puis, des fois, on fait l'inventaire et on est obligé de constater qu'il y a des problèmes. Et on est obligé de donner les mauvaises nouvelles. Donc, quel type de mauvaises nouvelles est-ce qu'on peut avoir? Imaginons ici une thèse de doctorat.
heu, qui a pour but d'évaluer l'impact du développement urbain sur le trafic, en général. Le code bleu, c'est le code qui a été développé, heu, à l'université et les codes, teinte brune, ce sont des librairies open source. La question, c'est, voilà, j'ai un intérêt de la part d'industriels. Est-ce qu'on peut imaginer une licence commerciale aux industriels? Et là, on regarde les licences et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben voilà, une des licences, c'est du GPL. Copyleft, ça veut dire que tout le code source doit être distribué sous une licence GPL et que donc ça devient très difficile de vendre des licences, voire même impossible. Puisque on vend la licence et puis ensuite la personne qui reçoit le logiciel a le droit de le copier, de le distribuer, de le modifier gratuitement en ayant accès au code source. Donc voilà, c'est très difficile de faire un business model, traditionnel comme ça. Donc voilà le genre de mauvaises nouvelles qu'on peut avoir. Mais il peut y en avoir d'autres. Si la question, c'est pas: «Je suis intéressé de vendre des licences commerciales», mais plutôt: «Je voudrais passer en open source» et qu'on constate qu'il y a en même temps du GPL version 2 et de l'Apache version 1, là, c'est aussi une mauvaise nouvelle. Et vous dites: «Mais pourquoi?» En fait, a priori, quand on regarde, la contrainte principale des licences permissives, c'est de mentionner l'auteur. On la retrouve dans la GPL, donc finalement, ça ne devrait pas poser problème de respecter en même temps les 2 et on diffuse tout sous licence GPL finalement. Et à ce moment-là, on respecte toutes les clauses. Il n'y a pas de problème. Oui, sauf que Apache est plus récent que GPL. Et entre deux, il s'est passé un petit problème, c'est que certaines sociétés qui développent du logiciel et qui brevettent ces logiciels, eh ben, en même temps brevetaient le logiciel et en même temps contribuaient à des projets open source pour intégrer les features dans les logiciels open source. Ensuite, quand le brevet était accepté, était délivré, ils se retournaient voir les utilisateurs en disant: ben voilà, vous me devez des royalties pour l'utilisation de cette technologie brevetée, qu'ils avaient évidemment eux-mêmes injectée dans le logiciel open source. Et donc, pour se protéger, les projets open source ont rajouté dans la licence Apache une clause disant que si tu as un brevet et que tu contribues à un projet open source, tu ne peux pas utiliser ce brevet contre les utilisateurs de ce projet open source. C'est assez fort hein, comme condition. C'est de nouveau une protection de la communauté open source, même si la licence à la base est permissive, mais je veux dire, il y a eu une dérive. Donc ils ont voulu couper la dérive, et donc voilà, il y avait une licence, une condition sur les brevets. Et la GPL, elle dit: «Il ne peut pas y avoir d'autres conditions que celles qui sont prévues dans la GPL». Et donc on ne sait pas respecter les 2 en même temps. Donc ça veut dire qu'on ne peut même pas diffuser le logiciel sur internet. On n'a pas le droit. On ne sait pas respecter en même temps les deux licences. Et si on ne sait pas respecter la licence, on n'a pas de licence. Je ne vais pas faire un inventaire exhaustif de tous les problèmes de compatibilité qui existent, ni même les détails. Je vais juste vous en citer quelques-uns, juste pour vous dire c'est pas rare. Parce que la Apache, elle est très utilisée, la GPL est très utilisée, mais il y en a d'autres. Vous parlez de la licence permissive BSD, Berkeley. La licence originale, qui est appelée parfois la licence BSD 4 clause, donc c'est 4 comme 4 clauses, pas version 4, avait une clause de publicité qui n'est pas dans la GPL et donc qui est incompatible avec la GPL. Ah tiens, je vois que les petites croix sont mal mises. En fait, les petites croix, normalement, se mettent sur la flèche. Hein. Donc, on ne peut pas utiliser de code sous licence BSD 4 clause dans du code GPL. Les licences Apache, on en a parlé, hein, c'est la question des brevets qui était la problématique. La licence GPL V2 est incompatible avec la licence GPL V3. Mais oui, parce qu'ils ont corrigé les problèmes de compatibilité dans la licence GPL V3. Mais donc, du coup, ils ont dû augmenter les critères d'acceptabilité par rapport à d'autres types de licences, et donc, notamment la clause brevet. Et donc, elle n'est pas compatible avec la licence V2. Donc, on ne peut pas inclure du code sous licence GPL V2 dans du code sous licence GPL V3. Et l'inverse non plus. On ne peut pas inclure du code sous licence V3 dans du code V2. Et la licence MPL, qui est une licence copyleft faible, comme la LGPL, en fait, elle a des conditions de type copyleft, c'est-à-dire on ne peut distribuer que sous la même licence, mais qui se restreignent au code de la librairie. Le seul problème, c'est que la GPL dit tout. Et donc, on ne sait pas respecter de nouveau les mêmes, puisqu'on ne pourrait pas distribuer le code en même temps sous les licences MPL et sous les licences GPL. Donc, on a à nouveau un problème ici. Donc ça fait partie des problèmes connus
Donc, ça fait partie des problèmes qui vont directement sonner une alarme quand on le voit. Et en fait, la GPLv2, souvent, quand on a du GPLv2 dans un projet, on doit être super attentif parce qu'on sait qu'on va avoir des problèmes. Si vous voulez en savoir plus sur les questions de compatibilité avec la GPL, vous pouvez le voir sur ici, le site GNU est bien fait pour ça. Vous allez d'ailleurs retrouver des questions de dual licensing, en fait. Quand on trouve une librairie sous une licence GPL v2+, ou GPL v2 or later, en gros, ça veut dire sous licence GPL ou GPL v2 ou v3, et c'est pour résoudre justement ces questions de compatibilité, en fait. Donc, si on a un projet sous licence V2, GPL v2, on ne saura pas intégrer du GPL v3, ben non, pour ça, la librairie, si on a la possibilité, on la rend disponible sous les 2 licences. Comme ça permet d'être intégré dans 2 types de projets. Ça peut être aussi utilisé le dual licensing pour faire un business model avec en même temps une licence de type copyleft et une licence de type commercial. Et donc, on propose le logiciel pour de l'open source, pour les projets open source sous licence GPL, par exemple. Et pour tous ceux qui veulent l'intégrer dans les projets commerciaux, ben, on a une licence commerciale payante à ce moment-là, que les gens sont très, très heureux de pouvoir acquérir pour ne pas devoir respecter le jeu de l'open source dans ce cas-là. Jérémy, oui. Petite question. Ce dual licensing doit être défini dès le départ ou il y a moyen de changer de licence en route? Voilà, il y a moyen de changer de licence en route, mais il faut avoir le droit de le faire. Et ça vient parfaitement bien pour la suite de mon slide. Donc, si on est le seul développeur d'un code, on peut à tout moment décider de changer la licence. On peut même dire il n'est plus disponible sous cette licence-là, il est disponible sous cette licence-là. Ça n'annule pas les droits qui ont été acquis dans le passé. Donc, si quelqu'un a téléchargé un logiciel sous licence GPL v2, par exemple, et tu dis ben, maintenant c'est disponible sous licence GPL v3, lui, il a toujours le droit d'utiliser sous licence GPL v2. Il a téléchargé avec ce droit-là, il conserve ce droit-là. Mais d'habitude, on va plutôt étendre à ce moment-là, on va dire c'est GPL v2 et v3. Donc, tant qu'on est le seul développeur, il n'y a pas de problème. Quand on est plusieurs développeurs, ben, on est plusieurs à avoir une partie de la propriété du code. Donc, il faut à ce moment-là que tous les contributeurs soient d'accord. Il faut aussi que ce qu'on utilise soi-même comme bibliothèque open source dans son logiciel nous autorise à le faire. Donc, si on a par exemple une librairie qui est déjà sous licence GPL v2 uniquement, on est bloqué. On ne peut faire que du GPL v2 uniquement. Donc ça, voilà, ça peut être des contraintes que l'on doit respecter et qui nous empêcheraient à ce moment-là, en cours de route, de changer de licence. Une façon de simplifier les questions de changement en licence, justement, c'est utiliser un Contributor License Agreement qui dit ben, quand quelqu'un contribue au projet, il cède ses droits à, ici, plutôt une fondation générale qui gère le projet open source. Ça permet justement de régler ce genre de problème-là, parce que on peut avoir de bonnes raisons de changer de licence, question de compatibilité, ce genre de choses-là. Et donc, c'est beaucoup plus simple à gérer quand on ne doit pas recontacter ensuite tous les contributeurs pour vérifier s'ils sont d'accord. C'est aussi beaucoup plus simple. Donc, il y a eu une guerre véritable entre les logiciels open source et les logiciels commerciaux, notamment Microsoft. Une guerre qui se basait sur les brevets d'ailleurs, pas tellement sur le copyright. Et c'est beaucoup plus facile de défendre une communauté open source quand on est détenteur de tous les droits, plutôt que de faire venir un millier de développeurs à la barre dans un procès. Donc là, avoir une fondation, ça avait vraiment beaucoup, beaucoup de sens, quoi. Et donc, voilà, le fait d'avoir un Contributor License Agreement peut permettre de résoudre ce genre de problème-là. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Merci. Ok. Super. Voilà ici un petit graphique que je trouve assez pratique, assez parlant. Il est simplifié, il ne prend évidemment que les licences les plus connues, mais il explique un petit peu dans quel sens on peut utiliser l'open source. C'est un petit rappel, en fait, à avoir sous le coude quand on fait l'open source. Et il faut le lire dans quel sens? Eh bien, si je fais du code sous licence MIT, X11, je peux utiliser du code sous domaine public. Si je fais du code sous Apache, et on a une clause supplémentaire, donc on ne peut utiliser que du logiciel qui est sous une licence moins restrictive, en fait, qui n'ont pas ces clauses-là en plus. Donc on peut prendre du Apache ou du MIT BSD domaine public. Et là, on voit bien que les flèches vont dans un seul sens. Et quand on regarde bien, la GPLv2, en fait, on peut, dans la GPLv2, quand on suit les flèches, dans la GPLv2, on peut arriver à intégrer du code sous licence BSD MIT domaine public,
mais pas Apache. Parce que cette clause-là, la clause brevet, pose des problèmes de compatibilité. Mais donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le lire, en fait. C'est juste un diagramme qui permet de retenir rapidement comment ça fonctionne. Et là, c'est pour faire de l'open source. Mais si on veut regarder si on peut faire du code propriétaire, ben on regarde la colonne permissif et faiblement protective, et à ce moment-là, on a les licences qui sont compatibles avec du propriétaire. La question maintenant, c'est comment détecter l'open source? Moi, c'est la question qui m'arrive dans mon boulot. Je veux dire, a priori, on arrive avec un logiciel et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, évidemment, la principale chose à faire, le premier mouvement, c'est de demander aux développeurs. A priori, c'est eux qui savent ce qu'ils ont mis dans le code. À l'université, on a un petit formulaire à compléter avec une série d'informations sur le logiciel, ce qu'il fait, quels sont les compétiteurs, etc., enfin les concurrents, et la question des licences open source. Et donc, sur cette base-là, eh ben, on va les regarder. Il faut bien faire attention à avoir le bon projet open source, parce qu'on peut avoir un projet open source des fois qui a le même nom mais dans un autre langage, et qui est des fois juste un connecteur qui permet d'aller appeler une librairie dans un autre langage. Et donc, il faut être bien sûr d'avoir le bon projet, donc être sûr d'avoir le bon projet et la bonne version. Parce qu'un projet en cours de route, et comme tu le disais assez justement, peut changer de licence. Ça arrive rarement, hein, parce que il faut avoir vraiment de très bonnes raisons pour le faire. On ne le fait pas pour le plaisir. Mais le projet pourrait changer de licence et ça arrive. Donc, il faut avoir la bonne version de la librairie et surtout le bon projet à la base. Donc voilà, demander aux développeurs, c'est la principale chose à faire. C'est eux qui ont plus d'informations. Maintenant, eux-mêmes pourraient oublier des choses ou bien ne pas être au courant de tout. Typiquement, dans les laboratoires universitaires, on peut se retrouver avec un héritage de logiciels que l'on continue à développer, donc des choses qui existaient auparavant et dont les développeurs ne sont plus là. Donc on pourrait très bien ne pas connaître l'historique et avoir difficile à être sûr d'avoir détecté tout l'open source. Pour ça, il y a des outils qui sont très pratiques. Fossology est un outil open source qui peut être installé avec un conteneur Docker, donc vraiment très facile d'installer, et qui va scanner le code. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il faut avoir le code source sous la main. Il scanne le code et il va essayer de détecter toutes les informations que l'on trouve en général dans les logiciels open source, des informations de licence, des informations de copyright, etc. Et donc, il va nous permettre de détecter éventuellement s'il y a de l'open source. Évidemment, si quelqu'un a inclus l'open source, mais de manière fallacieuse, en supprimant toutes ces informations-là, Fossology ne les verra pas, il ne va pas les inventer. Il ne va pas voir du code et se dire « Ah tiens, ça c'est de l'open source ». Non, il cherche vraiment les informations de type licence. Par contre, il y a d'autres outils, et là on regarde la deuxième catégorie, d'autres outils, mais qui sont évidemment des outils commerciaux, payants et pas bon marché. Donc, le plus connu, c'est Black Duck, qui est maintenant Synopsys, qui lui a une base de données de tout le code source disponible, tout le code source open source disponible sur le net, et qui va comparer ça ligne par ligne avec ton code. Il va regarder si tu as changé les noms de variables ou les noms de fonctions, il va les détecter aussi. Hein, donc ça ne sert à rien de faire ça, je veux dire, de la falsification rapide, ça ne marchera pas. Donc voilà, alors si c'est une ligne de code, ça ne pose pas problème. Quand c'est un fichier qui est copié, ça pose problème, évidemment, ou une fonction. Ça, il le détecte. Et maintenant, depuis quelques années, il le détecte aussi dans le binaire. Donc je veux dire, même si on ne le voit pas dans le code source, si on n'a pas accès au code source, on peut le détecter dans du binaire. Donc voilà, sachez-le, ces outils-là existent. Et donc, si on transfère un logiciel à quelqu'un, c'est très important d'avoir fait l'analyse soi-même pour éviter de se retrouver dans une situation où le logiciel est analysé par quelqu'un d'autre qui à un moment découvre le poteau rose, quoi. Alors, quand on a des problèmes de compatibilité, c'est pas tout de les trouver, c'est comment est-ce qu'on les résout finalement? Eh ben, le cas le plus simple, c'est on a un tout petit bout de code qui est le même, on a genre 10 lignes qui sont les mêmes. Là, on ne se tracasse pas. A priori, je vous avais dit que pour être protégé par le copyright, a priori, du code source doit être original. Et alors, on peut se poser la question, c'est en 10 lignes de code, est-ce qu'un programmeur a le temps d'être original, a la possibilité de faire des choix originaux, d'imprimer sa patte dans sa manière de programmer pour qu'un autre ne l'ait pas fait de la même manière? C'est peu probable. Donc je veux dire, ça, si on devait aller devant un tribunal, il est fort probable que ça ne poserait pas problème, que ce ne serait pas considéré comme une enfreinte au copyright.
Maintenant, on a du code qui est peut-être plus important. Là, il faut peut-être envisager la possibilité de le réécrire. Donc, réécrire, c'est bien, mais pour ça, il faut avoir la compétence pour le faire. Il faut avoir le temps pour le faire. C'est du temps, évidemment, tout ça. Donc, une autre possibilité, c'est de regarder dans les librairies open source qui sont disponibles, voir si on ne trouve pas une librairie open source qui fait plus ou moins la même chose, mais avec une licence plus sympathique. Donc, voilà, ça, c'est possible, de nouveau, c'est du temps de développement. Alors, on a aussi des fois des problèmes de compatibilité de licence, comme par exemple, c'est du GPLv2 et j'aimerais bien l'avoir sous licence GPLv3. Là, on peut demander à l'auteur et dire, ben voilà, est-ce qu'à tout hasard, ce serait possible de l'avoir aussi sous licence GPLv3? La philosophie, a priori, est la même. Donc, normalement, si la personne a la possibilité de le faire, il sera normalement d'accord pour le mettre disponible sous une licence qui a la même philosophie. Par contre, si on lui demande de le mettre sous une licence permissive, par exemple, alors que le diffuser en licence GPL, ben, nous, ça nous permet de faire du propriétaire. Et donc là, la philosophie est fondamentalement différente. Donc, il est peu probable qu'il accepte de le faire. Une autre possibilité aussi, je vous avais dit par rapport à la contamination de l'open source, c'est est-ce qu'en fait, votre logiciel peut être considéré comme une série de web services qui interagissent entre eux? Alors dans ce cas-là, ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution, mais à condition qu'on reste bien dans un fonctionnement qui est bien considéré comme des logiciels indépendants qui interagissent entre eux. Ça ne doit pas être vu comme une manière de contourner la GPL. Donc ça, il faut être bien clair par rapport à ça. Ce n'est pas un moyen de contourner la GPL, c'est juste, si par malheur on avait agrégé des choses qui étaient ensemble, qui avaient du sens avec deux logiciels séparés, le fait de les faire tourner comme deux logiciels séparés va régler le problème de compatibilité. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et alors, quels sont les risques? Quels sont les risques? D'abord, le premier cas, on développe du logiciel open source. Ben là, le principal risque, c'est d'avoir un problème de compatibilité de licence open source. Alors, qu'est-ce qui se passe? On diffuse un logiciel en open source, et à un moment, quelqu'un nous contacte pour signaler qu'il y a un problème de licence, qu'on fait tourner deux licences ensemble qui ne peuvent pas tourner ensemble. Donc là, a priori, on peut régler le problème, et à ce moment-là, ça s'arrête là, ou on peut ne pas régler le problème avec assez d'entrain, et la personne va se dire, ben, ces gens-là sont de mauvaise volonté, donc je vais faire ce qu'il faut pour qu'ils soient obligés de le faire. Et donc, ça peut être pourrir le forum, par exemple. Donc, des trolls de forum, ça existe. Donc, des gens qui sont très, très au fait de comment fonctionne les licences open source et très, très sensibles à la cause. Et donc, eux vont vouloir faire respecter les règles. Non seulement ils peuvent le faire de cette manière-là, mais peuvent aussi recourir à d'autres moyens. Donc, ils peuvent très bien faire appel aux fondations. Et donc, il y a un site web notamment qui s'appelle, je pense, jplviolations.org, j'imagine, qui est là justement pour qu'on puisse soumettre des problèmes de non-respect de la GPL. Alors ça, c'est une manière de faire, mais une autre manière de faire, si vous avez un logiciel... Oui, ici non, je ne vais pas en parler pour les logiciels open source. Donc voilà, ça peut aller là, ça peut aller jusqu'à un procès, quoique, dans le domaine des logiciels open source, s'il n'y a pas une société derrière, je n'ai pas entendu parler de procès à ce niveau-là. Je ne pense pas que ça soit passé, ou en tout cas, ou alors ça a été discret. Donc voilà. Et alors, évidemment, l'enjeu, ça peut aller jusqu'à stopper la distribution du logiciel. Si à un moment, on constate qu'il n'y a pas moyen de résoudre le problème, ben voilà, ça peut aller jusqu'à empêcher de diffuser le logiciel. Donc, on ne peut plus le mettre disponible sur Internet. Maintenant, quand on fait du code commercial, le gros enjeu est du côté des licences copyleft, principalement. Et donc, quand on inclut du code copyleft dans du code commercial, et que quelqu'un nous signale le problème, ben, soit on se dit, OK, on va résoudre le problème, et de toute façon, ça nous prend du temps de développement. Donc j'ai dit, hein, les solutions pour résoudre le problème, c'est du temps de développement, en fait, en vrai. Ça peut aller jusqu'à réécrire complètement la librairie, mais voilà, de toute façon, quelle que soit la solution, ça prend du temps. Maintenant, si on n'est pas assez diligent dans la manière de résoudre le problème, ça peut de nouveau, de la même manière, aller jusqu'à un procès. Et ici, dans ce cas-là, on peut même aller, je veux dire, la personne qui dit il ne respecte pas les clauses, il m'embête, et il ne répond pas, eh ben, il peut très bien aller contacter aussi votre concurrent, qui lui aura certainement plus de moyens pour vous mettre des bâtons dans les roues et pour éventuellement tenter un procès contre vous.
Il faut juste savoir que les procès ne sont pas une vue de l'esprit. Donc, il y a eu des procès sur base des licences open source, des licences GPL, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et tous les procès ont validé le fait que la GPL était bien valide aux yeux de la loi, même la GPL V2 en Europe, hein, donc malgré ses défauts. C'est bien validé au nom de la loi et ces procès ont abouti à obliger les infractions à la GPL à être corrigées. Alors, de quelle manière? Eh bien, des fois en diffusant le code source. Donc ça, c'est le risque principal, hein, donc devoir ouvrir son code. Des fois, c'était des sociétés de développement, le développement logiciel qui avaient inclus du logiciel sous type copyleft dans leur développement sans prévenir leur client. Donc le client l'a remarqué. Et comme ça posait problème pour le business model du client, hein, finalement, parce que lui, il voulait du logiciel commercial et il s'est retrouvé avec du logiciel open source, eh bien, il a attaqué son sous-traitant et il a gagné. Et donc le sous-traitant n'a pas été payé, a dû payer les dommages, plus les frais de tribunal. Et indépendamment de ça, des frais de tribunal et de devoir ouvrir son code, il y a aussi toutes les questions de réputation qui arrivent bien avant. À partir du moment où on arrive dans un procès, c'est une très très mauvaise réputation. Auprès des clients, c'est vraiment très délicat à gérer. N'oubliez pas aussi, pour les sociétés de développement, vous développez du logiciel pour un client qui va l'utiliser ensuite. Ce client lui-même pourrait faire l'objet d'une poursuite. Donc si quelqu'un remarque que le logiciel que lui utilise ou que lui distribue, hein, il pourrait très bien vendre ce logiciel-là, qui contient de l'open source de type GPL, c'est lui qui va être attaqué et il va ensuite se retourner contre vous. Donc voilà, c'est très important de gérer ce risque-là parce que les procès existent. Et alors, il y a aussi, donc ça ce sont les procès, je dis les procès qui ont abouti, il y a aussi tous les procès qui n'ont pas été jusqu'à un aboutissement, jusqu'à un jugement et une peine. Il y a tous les procès aussi qui se règlent finalement parce que la société décide de préférer un arrangement à l'amiable et de résoudre le problème d'une autre manière plutôt que d'être condamné et d'être obligé de le faire en ayant un jugement ensuite. Donc voilà, donc les procès existent, donc ce n'est pas un risque imaginaire. Donc, j'arrive maintenant à la toute fin de ma présentation, c'est comment gérer l'open source. D'abord, je vais voir le premier cas. Pour les développeurs, les 2 points les plus importants quand on développe, c'est d'abord, avant tout développement, de savoir dans quel jeu on va jouer. Est-ce on développe un logiciel qui a pour vocation d'être commercial, et donc pour lequel on ne diffusera pas le code source? Est-ce qu'on va faire du logiciel open source de type permissif? Est-ce qu'on va faire du logiciel open source de type copyleft ou bien AGPL, donc super copyleft? Et en fonction de ça, on choisit les librairies logicielles qu'on va utiliser et qui ont une licence compatible avec ce qu'on veut faire. Donc si on fait du commercial, on va prendre uniquement des licences permissives ou éventuellement du faible copyleft. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand on fait ça, on résout beaucoup de problèmes. C'est pour ça que moi je passe beaucoup de temps à parler de licences open source dans les laboratoires, parce que je veux que les chercheurs soient au courant le plus tôt possible de ce genre de problèmes-là, pour éviter les problèmes ensuite qui sont très difficiles et très coûteux à régler. L'autre point super important, c'est demander à votre employeur. Donc que vous soyez, en fait, où vous soyez, en vrai, vous devez demander à votre employeur, avant de contribuer à un projet open source, parce que ça peut avoir des implications pour l'entreprise, mais aussi, bien entendu, avant d'intégrer des briques open source dans le logiciel de la société ou du laboratoire. Hein, je veux dire, ça peut avoir les mêmes implications. Idéalement, une société devrait avoir une politique par rapport à l'open source pour que tout le monde sache ce qu'il a le droit de faire. Alors de nouveau pour les développeurs, voilà des choses un peu moins importantes, mais qui sont quand même, qui font partie des bonnes pratiques. Documentez votre code avec les affaires légales. Et donc, dans chaque fichier, commencez le fichier par des commentaires pour préciser les informations de copyright et de licence. Dire, voilà, ce fichier est copyright, ici pour l'université Liège, laboratoire un tel, tels auteurs, et distribué sous licence, je sais pas, GPLv2 par exemple, GPLv2+, ce qu'on veut. Et à la base de votre répertoire, vous précisez bien le fichier licence, qui reprend le texte intégral de la licence, et le fichier auteur, qui reprend les auteurs, et éventuellement qui précise aussi par rapport à d'autres licences qu'on inclut. Aussi, une bonne pratique, c'est d'utiliser un gestionnaire de version, comme Git ou SVN,
Ça permet plusieurs choses. Ben, il y a plein de raisons d'utiliser un Git, hein, donc ça c'est une des raisons, ben, c'est de faire tout ce qui est test, le faire dans les branches et donc ne pas valider directement, ne pas risquer d'inclure dans la branche principale du code open source qui n'aurait pas été validé. Donc ça permet simplement de manière très pratique d'isoler les développements. Et puis ça permet aussi de savoir qui fait quoi. Et donc si on travaille à plusieurs sur un logiciel, si on remarque à un moment que du code open source est venu s'insérer, savoir qui l'a fait pour pouvoir repréciser les règles auprès de cette personne-là, pour qu'il sache, qu'il comprenne les intérêts et les enjeux de l'open source en fait. Donc voilà, ça c'est quand même vachement utile. Et évidemment, utiliser Fossology, je veux dire, c'est gratuit, c'est très facile à installer, c'est tellement facile de le faire tourner d'éventuellement détecter un problème au tout début. Pour les sociétés, eh bien, il faut mettre en place une politique open source. En fait, je suis assez surpris de voir à quel point, ben d'abord, beaucoup de sociétés, dont des sociétés de développement, ne maîtrisent pas du tout les enjeux de l'open source. Donc, il n'y a pas de politique open source, mais même, les gens ne comprennent pas. Donc, open source veut dire gratuit, point. Et ça veut dire que ça peut mener à des situations relativement délicates. Et je suis également surpris de voir comme des grandes sociétés qui éditent du logiciel ont parfois une politique open source qui est mal communiquée. Et donc on demande au directeur de la recherche s'ils ont une politique open source, il dit bah oui, bien sûr. Et donc il y a des critères bien clairs sur ce qu'on peut utiliser comme licence, etc. Et quand on demande aux développeurs, ils disent ah non, 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 jamais entendu parler de ça. Donc non seulement il faut une politique open source, mais il faut qu'elle soit communiquée de manière claire et qu'elle fasse partie de la culture de l'entreprise, que personne n'hésite sur le fait qu'il y ait une politique open source et à laquelle on peut se référer, quoi. Alors, qu'est-ce que ça peut être une politique open source? Ça peut être aussi simple que de dire, ben voilà, pour tout ce qui est licence open source de type permissif, et on peut lister, hein, dire, ben voilà, Apache, BSD, MIT, etc. Là, il n'y a pas de problème, on peut l'inclure dans le code propriétaire. Pour tout ce qui est copyleft, absolument pas y toucher, on ne peut même pas le télécharger, et voilà, c'est tout à fait interdit. À ce moment-là, ben voilà, c'est très clair. Et pour tout le reste, on dit ben, contactez le service juridique, c'est lui qui pourra décider si on peut potentiellement intégrer cette librairie-là ou pas. On peut en profiter d'ailleurs pour inclure d'autres critères, parce que finalement, quand on inclut du code open source, il n'y a pas que la question de licence qui peut se poser. Il y a la question éventuellement de la qualité du code. Est-ce que le projet est bien suivi? Est-ce qu'on va pouvoir faire la maintenance? Est-ce que je veux dire que, est-ce que dans un an, il y aura encore des mises à jour? Les questions de qualité de code, les questions de sécurité, juste vérifier qu'il n'y a pas de problème de sécurité connu sur cette extension-là. Il faut aussi mettre en place une procédure claire et rapide de validation. Donc pour toutes les questions, il faut que ce soit rapide pour le développeur. Sinon, ça va être vraiment vu par les développeurs comme un caillou dans leur chaussure, et avec une volonté finalement de ne pas avoir affaire à la procédure, et donc une volonté de filouter. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose de très rapide et qui permette aux développeurs de continuer à développer rapidement. Il faut préciser aussi aux développeurs ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'ils peuvent contribuer à un projet open source? Est-ce qu'ils peuvent mentionner le nom de la société quand ils contribuent à un projet open source? Parce que ça peut être délicat, ça peut montrer l'intérêt de la société pour une certaine technologie et en soi donner des informations aux concurrents. On peut aussi, à l'inverse, dire il faut participer à un projet open source, mais en mentionnant clairement la société. Et donc dire, voilà, copyright, telle société, avec le nom de l'auteur, hein, le nom du développeur, mais mentionner clairement le copyright de la société, justement pour montrer l'implication de la société dans les projets open source. Voilà, donc c'est le genre de choses qui est assez important. Et aussi, il faut savoir que quand on a un brevet et qu'on contribue à un projet open source, il faut faire attention à quel type d'open source. Vous vous souvenez, les licences type Apache, par exemple, en permissif, mais la licence GPL et toute une série d'autres licences, en fait, inclut une clause, je vais appeler anti-brevet. C'est pas anti-brevet, mais c'est une clause qui vous empêche d'utiliser votre brevet contre les gens qui utilisent le logiciel. Donc, c'est quand même assez fort. Voilà, c'est aussi l'occasion de faire un inventaire des dépendances. Et ça a plein de bonnes raisons, hein. Je veux dire, il y a la question des licences, mais il y a la question de la maintenance, la question des problèmes de sécurité, simplement pouvoir surveiller, faire une mise à jour régulière des questions de sécurité relatives aux librairies qu'on utilise. Et utiliser des outils de tracking, que ce soit Fossology, en mode gratuit, ou d'autres outils dont j'ai parlé, qui sont payants, qui sont beaucoup plus chers. Voilà.
Je pense que j'en ai fini.